Dominique Thomas, je suis expert et chercheur sur les mouvements djihadistes, notamment chercheur associé auprès de l'Institut d'études sur l'islam et les sociétés du monde musulman de l'EHESS. À l'occasion de ce premier rapport de l'IPEV, j'ai fait partie du panel qui s'intitulait Salafisme, sectarisme et violence, qui avait donc pour objectif principal de voir s'il pouvait exister des corrélations qui n'étaient pas nécessairement d'ailleurs automatiques ou concomitantes entre d'un côté le concept de salafisme, concept que l'on s'est employé à définir au sein du rapport, et le passage à la violence, qui lui répond finalement à d'autres logiques. Et nous sommes finalement partis d'un postulat théorique qui a été élaboré par un collègue qui faisait partie également du rapport, Marc Sajman, qui était le suivant, qui était de partir de la politisation d'une identité sociale par rapport à l'État, où on a une situation de tension entre, d'un côté, cette identité sociale et l'État, et un certain nombre de conditions qui permettent de déclencher ou qui permettent de comprendre le passage à la violence. Une de ces premières conditions, c'est naturellement le processus d'escalade qui peut exister entre cette identité et cet État. Deuxième type de facteur déclencheur, le désenchantement. Désenchantement qui peut susciter justement des tensions entre d'un côté l'identité sociale et cet État. Et le troisième facteur, c'est l'indignation violente qui peut être souvent générée par un État répressif, un État autoritaire, sur un individu ou sur un groupe ou sur un mouvement politique déterminé. À partir de ce postulat théorique du passage à la violence, on s'aperçoit que l'originalité finalement s'applique parfaitement à un concept ou une idée, l'idée du djihadisme, qui, elle, est nécessairement dans une logique de violence par rapport à l'État. On s'aperçoit que les facteurs, finalement, dans ce rapport, qui sont déclinés, décrits à travers des exemples du monde arabo-musulman, que ce soit la Syrie, la Libye, l'Égypte, la question palestinienne, l'Algérie ou d'autres, finalement, s'appliquent aussi assez bien à la question du djihadisme et du passage à la violence. On s'aperçoit aussi que les facteurs qui sont nécessaires ou très importants pour l'implantation d'un foyer djihadiste sur un territoire donné sont généralement la présence d'un État contesté, qu'il soit au départ pas nécessairement violent, qui met au cœur de cette question la question de la légitimité politique et religieuse de l'État, contestée donc par un groupe ou par un acteur. Nous avons également la présence comme facteur d'une répression politique, d'un État autoritaire fort, qui génère de la frustration, qui met en place un système considéré comme injuste. On peut avoir également la marginalisation d'une population ou d'un individu ou d'un groupe, on est là parfaitement dans le parallèle avec l'indignation justement violente décrite par Marc Sajman, la présence ou la prolifération de milices qui fragmentent davantage un territoire, ce qu'on appelle les vides sécuritaires, qui permettent également l'établissement de groupes djihadistes. Nous avons également comme facteur important le poids, le contexte historique, la présence de conflits anciens qui peuvent, au demeurant, s'avérer importants pour construire un sentiment d'exalté qui va être repris dans le narratif djihadiste. Et finalement, tous ces facteurs, aggravés quelquefois même par des interventions extérieures, qui sont souvent des facteurs aggravants, mais pas forcément déclenchants du djihadisme, on rentre dans une logique de violence et d'un cycle de violence, de contre-violence, qui, décrite dans le processus salafisme et sectarisme et violence, est parfaitement pertinente pour expliquer aujourd'hui l'ensemble des groupes djihadistes qui sont rentrés dans un processus de confrontation violente avec l'État. Et on s'aperçoit que également dans le rapport, les différentes recommandations qui ont été émises à l'encontre de ce panel, recommandations qui sont d'ordre plus politique, prendre en compte les demandes politiques, repolitiser
la voix des musulmans, mettre la justice au cœur du système, la réintégration individuelle et naturellement la désescalade, sont aussi des recommandations qui peuvent parfaitement être appliquées dans des sorties potentielles de violence avec des phénomènes djihadistes où on est nécessairement dans le rétablissement d'une gouvernance plus juste, moins de marginalisation, davantage d'écoute ou de dialogue avec un certain nombre de groupes qui s'inscrivent dans cette logique, et puis effectivement une désescalade qui peut passer par l'assèchement ou la dévitalisation d'un certain nombre de milices qui fragmentent le territoire, encore une fois, et qui rendent cet effet territorial de plus en plus conflictuel avec la présence de différents groupes qui se réclament de l'idéologie djihadiste. L'une des citations qui justement permet d'illustrer ce parallèle entre d'un côté le panel salafisme, sectarisme et violence et justement la question djihadiste stricto sensu, on le voit justement dans une des citations, le passage à la violence peut s'expliquer dans le contexte du djihadisme par l'impossibilité de traduire les demandes légitimes d'un corps social musulman donné en action politique non violente. Alors, on voit finalement toute la pertinence de ce passage, mais finalement, il y a un certain nombre de nuances auxquelles aussi il faut apporter à ce type de raisonnement. C'est-à-dire qu'on voit bien que la difficulté de pouvoir justement répondre à des revendications et d'obtenir des revendications quelquefois qui sont au départ non violentes, cette impossibilité justement peut conduire à la violence pour un certain nombre de groupes djihadistes, mais on voit bien que ce type de démarche est parfaitement validé sur des territoires ou sur des conflits ce qu'on appelle les conflits, les substrats locaux du djihadisme. Mais que finalement, la nuance qu'il faut apporter, c'est dans l'idéologie transnationale ou l'idéologie d'une manière plus générale que le djihadisme fait justement à travers son narratif, que ce soit Al-Qaïda ou l'État islamique, où là, je dirais que cette optique de ne pas obtenir un certain nombre de revendications et que ces revendications ne puissent pas se traduire nécessite le passage à la violence n'est pas forcément pertinent, ou en tout cas ne s'applique pas forcément à la philosophie générale du djihadisme, qui, elle, finalement, est presque par essence, s'inscrit dans une logique de conflit permanente avec ce qu'elle appelle l'ennemi proche, c'est-à-dire les régimes du monde arabo-musulman qu'elle considère comme non légitimes, et l'ennemi lointain, l'implication ou l'intervention occidentale, ou que ce soit américaine, que ce soit européenne ou occidentale d'une manière générale. Et finalement, cette philosophie et cette théorie du djihadisme international, elle, apparaît difficilement compatible justement avec des revendications locales, puisqu'elle s'inscrit en permanence dans une logique de défiance, de confrontation, je dirais, théorique entre un monde millénariste et messianique, et de l'autre côté, des revendications qui sont beaucoup plus locales et émises par des groupes ou des organisations qui combattent sur le terrain. Et on voit finalement la différence qu'il peut y avoir aussi entre, d'un côté, un discours qui est administré par les élites ou les cadres de ces groupes internationalistes, et quelquefois des logiques beaucoup plus locales de groupes djihadistes que l'on peut rencontrer en Afrique de l'Est, en Afrique occidentale, mais également au Moyen-Orient, voire en Asie du Sud-Est, et dont les revendications, quelquefois, sont justement, se traduisent par des demandes de justice ou des demandes davantage de redistribution et de gouvernance beaucoup plus équilibrée qu'un discours millénariste ou messianique plus général